Bonjour et bienvenue à cet épisode La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Mon nom est Sephora Okounou, je suis bénévole de la Jeune Chambre de commerce et aujourd'hui votre animatrice. Je suis accompagnée de Sarah Bilson et Marion Harvey. Bonne écoute. Pour la relève d'affaires, avoir un impact dans son milieu de travail et participer à la transition socio-écologique, c'est devenu une nécessité. Et c'est pour cette raison que nous avons cru pertinent d'avoir avec nous Sarah Bilson, chargée des affaires gouvernementales à l'Orchestre symphonique de Montréal, et Marion Harvey, conseillère principale en accompagnement stratégique spécialisée en finances durables et performance ESG chez Environnement Québec. Sarah, Marion, je dois mentionner que vous êtes toutes les deux sur le conseil d'administration de la GCCM et vous faites un travail incroyable. Merci pour votre présence à notre micro. Merci. Merci. Alors, avant de débuter le tout, j'aimerais bien apprendre plus sur votre parcours, votre histoire. Marion, je ne sais pas si on peut commencer par toi. Oui, parcours professionnel, j'imagine. Hein? L'école aussi. Bien, en fait, je suis géographe de formation, baccalauréat. Puis après, je suis allée me chercher une maîtrise en génie de l'environnement à l'ETS. Donc, c'est vraiment de la gestion de projet orientée tout ce qui est domaine de l'environnement. Puis par la suite, j'ai commencé à faire dans le domaine professionnel d'accompagnement auprès des entreprises, principalement les PME. Puis d'un employeur à l'autre, je me suis spécialisée par la suite développement durable et ESG dans les dernières années. Donc maintenant, je travaille au sein du gouvernement au ministère de l'Environnement. Provincial, je précise. Puis au niveau des conseils d'administration, tant qu'à en profiter, j'ai eu une expérience là, par le passé, avant la JCCM, au sein d'un organisme de but non lucratif. C'était Réseau Environnement, donc c'est un organisme qui regroupe, dans le fond, tous les professionnels en environnement au sein du Québec. Donc, je représentais la relève à l'époque. Je pense que je le suis encore un petit peu, mais on arrive à la fin. Donc, je représentais tous les jeunes membres de l'organisation. Donc, on essayait d'aller de l'avant dans certains projets. Donc, c'était ça ma position dans ce CA. C'est super. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot ESG, est-ce que tu peux nous... au fond, ça veut dire quoi l'acronyme ESG? Oui, absolument. ESG, c'est un terme issu du secteur financier, mais ça veut dire essentiellement environnement, social et gouvernance. Donc, d'essayer d'intégrer ces trois sphères au sein des entreprises. On l'affilie souvent au développement durable. Donc, dans le fond, c'est d'avoir un équilibre entre ces trois sphères. Donc, ça permet d'avoir une résilience au sein des entreprises face à plusieurs crises, autant climatiques qu'économiques. Ah, c'est super. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Oui. Et toi, Sarah? Alors, moi, c'est un parcours un peu éclectique, je dirais. J'ai étudié, parce que je veux vraiment parler de mes études, parce que c'est un peu absurde, mais je suis archéologue, dans le fond. J'ai comme une maîtrise en archéologie. Fait que j'ai étudié histoire de l'art, archéologie à Paris 1. Et j'ai été jusqu'à la maîtrise comme archéologue. Puis moi, c'était vraiment important d'aller jusqu'au bout parce que il y a selon moi, quelque chose de vraiment important de comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça me donne vraiment un cadre et un contexte historique de toutes les sociétés de façon générale. Et suite à cette maîtrise, je me suis spécialisée plus en médiation culturelle. Donc, je travaillais beaucoup plus dans les galeries. J'ai travaillé dans les musées. Je suis venue à Montréal il y a à peu près 8 ans maintenant. Donc, j'ai travaillé dans différentes organisations culturelles, au Centre Phi, au musée McCord. J'ai été commissaire d'exposition. Donc, j'ai eu un parcours, je dirais, un bon 2 ans comme en freelance, en fait, où j'étais à mon compte, où je faisais du commissariat, j'écrivais. Et finalement, quand j'ai commencé à travailler au musée McCord, je suis vraiment tombée en amour avec le cadre un peu institutionnel des musées dans le secteur culturel. Et j'ai réalisé que, selon moi, selon mon profil, c'était le meilleur endroit pour pouvoir avoir de l'impact, en fait. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé finalement chez l'équipe Spectra, donc qui est le promoteur qui a tous les événements franco, jazz, Oshiaga, etc. Et à ce moment-là, j'ai encore atteint un autre stade, je dirais, comme si je débloquais des portes à chaque fois. Mais là, j'arrivais à un cadre un peu plus stratégique dans une organisation. Le fait d'être en charge des partenariats publics, des relations avec les partenaires institutionnels, ça me donnait encore un champ de vision encore plus 360 que quand je travaillais plus dans la médiation, plus ce qui était en termes d'éducation.
Et ce qui m'a finalement amenée à l'Orchestre symphonique de Montréal, où je suis depuis 1 an, où là encore, j'ai d'autres fonctions qui font en sorte que je côtoie de plus en plus les membres du gouvernement, mais aussi les élus, des députés, puis j'arrive à avoir des discussions avec des cadres, arriver dans un cadre un peu plus décisionnel, ce qui fait en sorte que je ressens que c'est encore plus une étape où je peux avoir un impact encore plus dans mon milieu. C'est super, ça. Donc, voilà. Puis, c'est super intéressant comme parcours. Puis, tu sais, c'est pas un hasard aujourd'hui que vous êtes toutes les deux ici. C'est parce que vous avez un point commun. Comme à l'introduction, nous l'avons mentionné, vous siégez toutes les deux au CA de la Jeune Chambre de commerce. Donc, comme Marion, tu l'as expliqué, tu travailles beaucoup dans la gouvernance et toi aussi, Sarah, dans ton parcours, on voit beaucoup de gouvernance. Puis, pour ceux qui nous écoutent, comment vous définissez le mot gouvernance? C'est quoi la gouvernance? Veux-tu commencer? Je vais compléter. OK, je me lance. Ma définition de la gouvernance, ce serait d'apporter un cadre stratégique, de s'assurer que l'organisation pour laquelle on s'investit atteigne sa mission, je dirais. Oui, puis d'offrir un cadre, donc oui, stratégique, mais aussi de saine gestion, que ce soit en termes de politique, de règlement. Je ne sais pas si tu veux... S'imprégner également de la vision. Dans le fond, c'est de faire avancer l'organisation dans cette direction-là. On est aussi un peu le patron du PDG ou du directeur principal qui est en place, là, dans ce cas-ci, de la JCCM. Donc, on s'assure qu'il y a une saine gestion d'un organisme. Donc, c'est également prendre parfois des décisions pas toujours faciles, mais c'est toujours au mieux de l'organisation. Donc, je dirais dans ce sens-là, mais ça peut être très, très large, la gouvernance, mais si on se concentre vraiment pour le CA, ça serait ça. Donc, merci beaucoup pour ces réponses vraiment à point. Donc, pour enchaîner, j'aimerais savoir en quoi siéger sur un CA vous permet d'être un ou une actrice de changement. Oui, je vais commencer. En fait, je pense que c'est vraiment une très belle occasion là, quand on trouve un organisme comme JCCM, qui cadre, entre autres, avec nos valeurs. C'est une belle opportunité là, de s'intégrer, de s'impliquer dans certains projets. En fait, je fais un peu le pont avec le sujet du balado qui est l'intrapreneuriat. Un des objectifs, je pense, en s'impliquant, c'est tout d'abord, en tant qu'administrateur, c'est de voir un peu, comme je disais initialement, c'est quoi la vision de l'organisme, sa vue d'ensemble. En étant sur le CA, ça te permet un peu de voir c'est quoi les nœuds de l'organisation, où est-ce que on peut essayer de débloquer, puis ce serait quoi les solutions possibles. Donc, c'est facile pour les administrateurs de lever la main par la suite puis dire « Hey, on pourrait peut-être essayer de travailler sur cet élément-là de l'organisation. » Puis avec le temps, on peut, entre autres, s'impliquer sur des comités spécialisés au sein du CA. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, là, au sein de la JCCM. Le mien, je fais partie là, du comité stratégique. Puis par la suite, une fois impliqué, c'est là qu'on embarque dans des projets beaucoup plus concrets, opérationnels, entre autres. Je sais que quand on est administrateur, habituellement, on est moins dans l'opérationnel, mais reste que ça ne nous empêche pas quand même d'arriver dans certaines recommandations. On est là par expertise, on est venu chercher notre expertise, mais c'est un peu comme ça qu'on a un impact, dans le fond, là, pour répondre à ta question. Super. Et toi, Sarah? J'aimerais faire le lien avec l'entrepreneuriat parce que pour moi, l'entrepreneuriat, mettons, si on parle des qualités d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a une vision, qui est créatif, qui est résilient. Donc, je pense que si tu te définis comme entrepreneur et que tu es sur un CA, je trouve que c'est le meilleur terrain de jeu, en fait, pour essayer d'apporter une nouvelle vision dans une organisation. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans une organisation, un peu plus dans l'opérationnel, justement, dans une structure organisationnelle qui t'arrête à une certaine liste de tâches, quand tu arrives sur un CA et que là, tu as un peu plus les mains dans la stratégie, que tu as des idées, que tu as une vision pour une organisation
par exemple comme la JCCM, pour laquelle tu te ressens, tu te retrouves dans les valeurs, dans la mission, c'est le meilleur terrain de jeu pour essayer de changer les choses, de bouger les choses, en fait. Merci beaucoup pour cette définition, Sarah. Tu viens de mentionner plusieurs qualités qui fait un bon intrapreneur. Au CA, vous êtes plusieurs personnes, différents profils. Est-ce que vous pensez que c'est important, justement, d'avoir une variété de profils au sein d'un CA? Tellement. Absolument. C'est vraiment important. Il faut sortir un peu... quand on parle d'administrateur dans un CA, on pense souvent au cadre comptable, cadre juridique. C'est bien, mais on a 2 beaux profils justement aujourd'hui, là, développement durable ESG avec la culture. C'est tellement important là, d'intégrer ces visions-là. On sort justement, comme je disais, du cadre comptable, cadre juridique, pour essayer d'amener puis de présenter des enjeux que le reste des membres n'auraient pas nécessairement pensé. Je suis vraiment d'accord. Et je rajouterais même que... mettons pour un CA comme celui de la JCCM ou qu'importe le CA sur lequel les personnes seraient amenées à être motivées à siéger, je dirais que avoir plusieurs profils sur un CA, c'est juste être représentatif de façon générale de la société. C'est-à-dire que ça offre un éventail de façons de penser. Je veux dire, quand on est spécialiste dans son domaine, veut pas, on met en place des mécanismes, on pense d'une certaine façon. Et plus on est spécialisé, plus on a de la misère à penser différemment. Donc, si on n'est pas capable de faire cet exercice, avoir quelqu'un en face de soi qui a un parcours complètement différent, une façon de voir les choses complètement différente, ça fait en sorte que ça crée des échanges intéressants. Et selon moi, ça crée une synergie, je sais pas, pour réaliser des mandats puis les pousser encore plus loin, je pense. Oui, c'est ça, j'allais dire. Vraiment pousser plus loin les mandats, les projets de l'organisme. C'est vraiment ça le but, en fait, là. Et même pour les personnes qui travaillent dans l'organisation, ça fait en sorte qu'on ait des ressources aussi différentes peut-être que d'aller chercher des recommandations légales ou comptables. Justement, est-ce qu'on veut mettre en place des mesures à la JCCM éco-responsable? Est-ce qu'on peut avoir une séance d'information? On aimerait faire un événement avec l'Orchestre symphonique de Montréal ou aller à tel événement. Est-ce que ce serait possible d'avoir un contact? Je pense que ça fait en sorte que on multiplie aussi les opportunités pour les employés. De pouvoir laisser, aussi, oui, je pense, de laisser parler aussi leur créativité en fait en fonction des personnes, des ressources qu'ils ont. C'est super, comme quoi la diversité, c'est vraiment une force, peu importe où on se trouve, dans quel secteur et tout ça, là. Puis qu'il n'y a pas seulement un type d'intrapreneur, genre ça, c'est bien à savoir. Dans ce que j'entends, j'entends beaucoup de mentions de différentes valeurs que vous avez énumérées et tout. Puis ma question pour vous, c'est quoi les valeurs les plus importantes, en fait, pour la relève d'affaires aujourd'hui à avoir? Je crois que ça commence par la collaboration, entre autres, comme valeur. C'est vraiment important d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres membres. Là, je dis membres, là, mais la relève d'affaires. C'est rare que seuls on réussit à avancer vraiment loin. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment aller chercher des gens qui vont pouvoir nous permettre d'aller encore plus loin, nous challenger sur des fois des faiblesses qu'on a. Donc, c'est d'aller vraiment chercher complémentarité, je crois, avec les autres personnes. Je suis d'accord. Et je seconde aussi en disant que moi, j'ajouterais, mais c'est très circonstanciel, mais l'authenticité, c'est peut-être pas la valeur à la première à laquelle on pense, mais je pense que dans le contexte actuel, notre génération, je pense que l'authenticité fait en sorte que quand on rencontre un défi, je sais pas comment, j'improvise, hein, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour moi, l'authenticité, ça fera en sorte que, qu'importe l'objectif qu'on se fixe, on finit toujours par y arriver parce que on se donne pas un chemin prédéfini. C'est-à-dire que on suit son intuition. Ça fait en sorte que on va rencontrer certaines personnes sur notre chemin. Puis je mets la valeur que tu as nommée, la collaboration, l'ouverture, le fait de créer des ponts. Pour moi, c'est la valeur essentielle
pour pouvoir mener à bien son projet, quel qu'il soit, puis avoir une vision, puis s'y fixer, c'est-à-dire de se faire confiance, d'être authentique dans ce qu'on entreprend. Et c'est ça, finalement, de fil en aiguille, je pense que, selon moi, c'est la Ça transparaît aussi quand les personnes jouent un autre rôle ou sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. C'est vraiment... Je reviens encore à quand on veut s'impliquer dans un organisme ou quelconque, dans un projet, c'est vraiment important d'être aligné avec nos valeurs. Je pense que c'est la base, là, parce que ça se voit rapidement quand on n'est pas là pour les bonnes raisons, ou quand on essaie de jouer du coude ou quoi que ce soit. Donc, c'est essentiel là, d'être aligné avec les valeurs quand on veut s'impliquer. Puis là, vous mentionnez justement plusieurs valeurs et tout, parce que vous trouvez que ces valeurs aussi vont se refléter dans votre travail quotidien, tu sais, hors du CA de la GCCM. Est-ce que vous les revivez, ces valeurs au travail? Ah, tellement. Moi, je pense que ce qui est essentiel dans mon domaine, le G, c'est pas quelque chose qu'on pense de facto. Ça vient souvent après parce qu'on l'a imposé par quelqu'un de quelconque façon. Donc, c'est important, dans le fond, de sortir des silos. Donc, c'est pour ça que je parlais de collaboration tantôt. J'ai pas le choix dans mon domaine tous les jours. En fait, ça fait vraiment partie de mon emploi. C'est d'aller chercher les bonnes personnes, les bons partenaires pour un projet en particulier ou pour faire avancer la cause ou peu importe. C'est vraiment important. Je sais qu'on le dit souvent, sortir des silos, mais il faut être transversal. Il faut essayer de défoncer un petit peu les murs là-dessus. C'est vraiment important. Puis c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Puis on réalise aussi que parfois, il y a des pratiques de d'autres équipes qui peuvent être utiles, puis ça nous permet d'avancer encore plus rapidement qu'on aurait pensé. Tu sais. Puis, effectivement, mais moi, dans mon travail en général, je dirais que on me définit un peu comme quelqu'un d'intense. Puis, c'est correct, je le prends comme ça. Je suis vraiment intense. C'est-à-dire que quand on me lance sur un sujet, on peut pas m'arrêter, mais c'est parce que je suis comme ça, puis ça m'allume. Moi, je suis dans le secteur culturel, puis mon amour pour ce secteur, il est authentique, c'est-à-dire que je ferai tout ce qu'il faut en mon pouvoir pour créer des liens, créer des partenariats. Je serai créative. J'irai faire des collaborations avec d'autres organisations qui évidemment ont des valeurs similaires, mais qui seraient pas de façon organique la première collaboration à laquelle on penserait. Donc, ça te pousse à justement aller chercher ce que t'as pas forcément, à créer des ponts, créer des synergies. Puis on s'entend, à Montréal, on est un vivier incroyable d'organisations tant culturelles que on a un soutien du gouvernement. Je vous remercie. Non, c'est vrai, on est vraiment soutenu. Puis on a une pépinière aussi de nouvelles entreprises qui font en sorte qu'il y a une synergie incroyable qui peut se créer. Et puis montre vraiment qu'on est passionné par son domaine. C'est un peu, il n'y a pas de limite. Et tu vois, mais tu l'as dit, c'est la passion. C'est vraiment ça. Il faut trouver sa passion, puis ça nous amène une énergie, une mobilisation, et de l'intérêt, puis ça nous permet de foncer, puis d'avoir de la drive, quoi. Croire en sa vision, puis justement, si on fait le pont avec la gouvernance, si je prends mon parcours personnel, je pense pas qu'on attendrait qu'il y ait quelqu'un du secteur culturel qui arrive sur le CA d'une jeune chambre de commerce, mais pourtant, je suis persuadée des retombées qu'ont le secteur culturel, tant pour l'économie que pour les entreprises, que pour le Québec de façon générale. Donc, s'il faut être cette personne pour porter cette voix auprès de la nouvelle génération, puis auprès des organisations, je vais le faire, puis je veux incarner ce que j'aimerais voir. Non, c'est super. Puis, tu sais, Sarah, tu mentionnes justement que tu es dans le secteur culturel et tout, que, tu sais, vous avez des subventions du gouvernement et tout. Puis, on sait que dans votre secteur, tu sais, même autant dans le tien en ce moment que siéger sur un CA d'une organisation comme la GCCM, les ressources peuvent être très limitées. Puis, quand je parle de ressources, je parle autant des ressources de capital humain que financier. Est-ce que vous trouvez que c'est un gros défi? Comment vous le vivez, en fait, de travailler dans un milieu restreint? Oh là là, tu vas m'animer.
c'est vraiment pas évident, là. Pour vrai, on passe toujours en second ou en dernier, ou on pense pas à nous, tout simplement, puis on a les miettes d'un budget, ou on... Ben ça, c'est autant... là, je parle plus... quand j'étais dans le secteur privé, on c'est toujours passé au second plan, tu sais, quand on faisait de l'accompagnement avec les entreprises, ils ont toujours un petit budget, pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de temps. Donc, il faut être astucieux, ingénieux un petit peu, vraiment débrouillard avec ce qu'on a. Puis, je répète, il faut vraiment beaucoup de passion encore. Mais aussi, ce qui est important, c'est d'aller chercher convaincre de un, mais d'aller chercher des alliés. C'est comme ça, dans le fond, qu'on réussit à jouer avec le déficit de niveau financier, entre autres, là. Ça a été un bon défi sur certains projets pour ma part. Puis je le vis encore là, dans le secteur public. Je pense que c'est d'actualité. Là. Il y a un contexte actuel là, où que c'est plus difficile au niveau budget. Mais tu sais, les projets sont là, puis les ressources, par exemple, sont bien présentes également. Il faut juste, encore une fois, être astucieux, puis trouver le bon moment. Il y a toujours un contexte. Les projets sont présents, mais après, c'est de savoir quand et à quel moment, à qui les poser, les déposer plutôt, ces projets-là. Je pense que c'est la clé, vraiment. Puis je l'ai vu tant au niveau privé que public. Savoir déposer son projet à la bonne personne au bon moment. Des fois, attendre un peu une année ou deux, ça peut vraiment valoir le coup puis faire la différence que ce projet-là, il va récolter 200 000 $ au lieu de juste 50 000, tu sais. Donc, ça peut faire une bonne différence. Donc, être patient aussi, je pense. Toi, Sarah, as-tu des compétences que tu aimerais ça ajouter, justement? Tout à l'heure, on parlait de la définition, selon moi, des valeurs qui collent le mieux au profil des intrapreneurs. Et je parlais de créativité, je parlais évidemment de passion, de vision. Et dans le contexte qu'on a en ce moment dans le secteur culturel, c'est-à-dire qu'on a une stagnation des financements publics, on n'a pas le choix que d'être créatif. En ce moment, il y a un momentum. On l'a vu, il y a en octobre passé, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu un forum sur les arts vivants à Montréal. Il y a un momentum à saisir parce qu'il y a eu toute une émulation, il y a une rencontre du milieu, tant que ce soit des organisations culturelles, les artistes, le secteur public était présent, le secteur des affaires. Et en ce moment, justement, les qualités des intrapreneurs sont très mises à profit dans les organisations culturelles parce qu'on cherche vraiment à créer des ponts et créer des liens avec des milieux avec lesquels les liens étaient un petit peu plus érodés, je te dirais. On parle du financement privé, que ce soit la philanthropie ou les organisations. Donc, si je prends mon exemple actuel, évidemment, j'ai un très grand attrait pour la mission, puis l'orientation de la Jeune Chambre de commerce. Mais pour moi, c'est aussi une façon de créer un lien avec le milieu qui pourrait nous sauver. De façon générale, le milieu privé, les organisations, les grandes corporations, on a besoin d'eux. Et s'il faut être cette personne pour montrer quels sont les intérêts, quel est l'intérêt de soutenir la culture, en ce moment, on se forme aussi en culture un peu plus à la gestion, aux affaires. Je dirais que les dernières décennies, dans le milieu culturel, on avait beaucoup de personnes qui étaient spécialisées. C'est-à-dire que quand tu voulais travailler dans un musée, tu te formais pour être conservateur ou commissaire d'exposition. Si tu voulais travailler dans le domaine musical, tu faisais de la musique. Mais évidemment, il y a de plus en plus de professionnalisation et on se forme d'autant plus comme gestionnaire. Et ces profils-là font en sorte qu'on arrive à finalement adopter les mêmes codes aussi que le milieu des affaires pour créer des ponts et des partenariats. Donc, mon point, je m'éloigne un petit peu, mais pour revenir au profil d'intrapreneur, ces valeurs-là sont très mises à profit dans un contexte où on sait qu'on a beaucoup de coupures
et que ça va être de mal en pis avec ce qui s'annonce prochainement au fédéral, probablement un gouvernement conservateur. Donc, on n'a pas le choix que d'être créatif et que d'avoir une vision, en fait. Parce que il nous faut une vision claire pour les prochaines années pour s'enligner et s'assurer de s'entourer et de créer des ponts avec les bonnes personnes qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. C'est bon ce que tu dis, Sarah, parce que tu me parles aussi de, tu sais, on apprend à faire ou développer certaines compétences et tout. Fait que ce que ça me dit aussi, c'est qu'on n'est pas nécessairement intrapreneur, on apprend à être intrapreneur. Donc, j'imagine que vous avez appris beaucoup dans votre parcours, que vous avez développé des compétences. Mais est-ce qu'il y a des compétences clés ou des atouts que vous avez développés dans l'entrepreneuriat qui vous aident avec votre rôle de gouvernance que vous avez actuellement? Je vais y aller avec un savoir-être. Je vais dire la confiance. Ça se bâtit vraiment avec le temps. C'est-à-dire que on en discutait tout à l'heure avec Marion, on parlait de l'intrapreneuriat et veut pas, on se définit comme intrapreneur, mais par l'expérience, c'est-à-dire que de par notre expérience de vie et la confiance qu'on prend dans notre vision, puis où est-ce qu'on souhaite se rendre dans nos secteurs respectifs, on s'est rendu compte que, OK, dans le fond, on est des intrapreneurs. Oui, on le savait pas. On le savait pas, mais c'est-à-dire que c'est d'avoir confiance dans l'impact qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta vision, que tu sais l'impact que tu vas avoir dans une organisation, tu vas mettre en place des stratégies pour t'y rendre, tu vas développer tu vas faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs, donc veux pas, tu vas développer d'autres qualités qui sont l'humilité et tu vas aller chercher l'aide où est-ce que tu n'y serais pas allé forcément au début parce qu'évidemment, on est passionné, on est jeune, on veut avoir un changement dans la société, avoir de l'impact, mais des fois, tu fais des erreurs, des fois, tu fais des faux pas, mais donc, tu développes justement cette humilité. Puis, personnellement, moi, je suis allée chercher du mentorat, par exemple, où je suis allée m'entourer de personnes, des amis qui sont au même stade que moi professionnellement. On se prend souvent des verres, puis toi, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta prochaine étape? OK, toi, tu fais ça comme ça. Donc, c'est vraiment de développer aussi cette confiance aussi en soi, mais en les autres. C'est-à-dire que on est, je trouve, dans une période très individualiste où on est très axé sur le moi, mais on va nulle part si on est seul. Donc, si tu t'entoures de personnes qui ont une vision similaire à la tienne, qui ont les mêmes valeurs, mais alors là, tu peux t'en aller n'importe où. Tu sais, on le voit, vous êtes deux jeunes professionnels dans un CA. Et pour vous, c'est quoi l'importance de laisser place à ces jeunes dans ce rôle? Je dirais que là, en ce moment, on est quand même tous assez jeunes, à peu près dans les mêmes âges. Je vais parler de mon ancienne expérience de CA, dans laquelle la diversité des âges était assez grande, merci. Donc, on pourrait dire, des vétérans. L'organisme dans lequel j'étais avait au moins 50 ans d'années, là. Donc, on avait des personnes qui étaient là à peu près ça, au sein du CA. Vraiment, ça permet de bousculer un petit peu le cadre habituel de l'entreprise ou du CA, tout simplement. Parfois, quand ça fait trop longtemps qu'une personne est dans un CA ou dans l'organisation, on a vraiment une vision avec des œillères. Et quand on arrive, on est jeune, on déborde d'énergie, d'idées, on veut révolutionner la Terre entière. Bon, des fois, on est peut-être un petit peu maladroit, mais reste qu'à travers ça, il y a des bonnes idées, puis il y a une façon d'y arriver. Puis je pense que c'est, pour revenir dans le fond à la diversité des âges, en fait, que je parlais, j'ai vraiment vu l'impact là, des personnes de tous âges, donc autant dans la vingtaine, trentaine, 40, 50 et 70 ans. Ça l'a permis de remettre en question des acquis de l'organisme. Moi, je pense que c'est vraiment bénéfique. Donc, autant c'est important de pas nécessairement avoir que des jeunes, mais une belle diversité pour aller un petit peu plus loin, puis, comme je disais, bousculer un peu les idées. Puis moi, je vais prendre la question de l'autre sens de Marion. C'est-à-dire que j'ai envie de voir ce que, en tant que jeune, ce que ça nous apprend aussi à nous,
pour notre carrière personnelle, ensuite professionnelle, ce que ça vient nous permettre d'acquérir, en fait. C'est riche. C'est vraiment riche. C'est, comme on disait au début, on côtoie des personnes qui ont des profils complètement différents. C'est-à-dire que moi, je suis dans le secteur culturel, je côtoie pas souvent de CPA ou d'avocats. Donc, ça permet aussi d'avoir des échanges, puis d'acquérir des compétences, de se développer un réseau aussi, de potentiellement comprendre aussi un peu plus toutes ces dynamiques justement autour de la gouvernance dont on parlait au début, donc tout ce qui a trait à la saine gestion, tout ce qui a trait aux réglementations, aux ressources humaines. Si c'est pas des compétences qui sont attendues de nous au quotidien, mais être sur un CA, ça permet d'acquérir aussi ces compétences-là. Donc autant on peut apporter quelque chose en étant jeune sur un CA, mais on peut aussi en retirer énormément pour notre propre développement professionnel. Alors, si vous aviez à donner des conseils aux jeunes professionnels qui, actuellement, ils souffrent avec le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que vous les diriez? Oh mon Dieu, c'était tellement le premier sentiment que j'avais quand je suis rentrée sur un CA la première fois. Justement, on voit des personnes de 20, 40 ans de carrière, puis t'en as même pas un an à l'époque. Des conseils... En fait, je vais vous donner un conseil que moi, on m'avait donné. En fait, ma mentor à l'époque m'avait donné. Le premier, c'est sois préparé. C'est tellement important. Justement, moins aujourd'hui, mais reste que des fois, on peut nous prendre un peu de haut étant donné qu'on a peu d'expérience. Prouvez-leur le contraire, tout simplement. Soyez prêts, ayez vos questions. N'hésitez pas, en fait, à poser des questions parce que c'est pas vrai que quand on arrive sur un CA, qu'on connaît tout, qu'on connaît comment toute la machine fonctionne. Parfois oui, mais parfois non. Dites-vous que vous avez 6 mois de grâce. Donc, osez poser des questions. Préparez-vous d'avance, comme je disais, c'est essentiel. Puis de pas hésiter à proposer des idées. Puis après, les autres autour de la table vont vous dire on l'a déjà essayé ou quoi que ce soit, ou des choses qu'ils n'auraient pas pensé. C'est sûr qu'au début, on est un petit peu plus gêné, mais prenez aussi le temps de prendre le pouls de la dynamique au sein d'un CA. C'est vraiment important. C'est qui les personnes qui parlent plus fort, qui parlent un peu moins fort? C'est qui les personnes qui... les relations entre... ça va vous permettre un petit peu plus loin, là, quand vous allez avoir des dossiers que vous allez vouloir mettre de l'avant puis essayer de gagner en CA. C'est une game politique, hein, ça s'applique partout. Encore une fois, d'aller chercher des alliés. Donc, soyez prêts. je répète, mais c'est tellement important. Je dirais dans le sens de Marion, je dirais de ne pas hésiter à poser de questions, évidemment. D'aller chercher aussi l'expérience des administrateurs qui sont là depuis un peu plus longtemps, parce que il y a toute une transmission de l'historique aussi de ce qui a été fait, mais aussi des limites de ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on s'en va, est-ce que notre idée est complètement dans le champ, ou est-ce qu'on est dans une application d'un plan stratégique. Et ce que je dirais au final, c'est ayez confiance. Si vous êtes là, si vous avez été choisi, c'est pour une raison, donc ayez juste confiance en votre valeur, puis gardez votre cap, et c'est qu'on a su le remarquer, donc vous avez juste à être vous-même au final. Oui, c'est ça, c'est que si vous vous trouvez sur un CA, c'est parce que vous avez une valeur, puis que les gens autour ou les personnes qui vous ont sélectionné ont vu un potentiel en vous dans lequel que vous pouviez faire avancer l'organisation. C'est la raison pourquoi vous êtes présent. Revenez toujours à cette base. Ah, c'est super. Sarah, Marion, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Mais avant de finir, on aime beaucoup finir sur une note ludique. Donc, j'ai quelques questions pour vous. Réunion le matin ou réunion l'après-midi? Le matin. Oh, moi, l'après-midi. Télétravail ou présentiel? Télétravail. Présentiel. Art contemporain ou classique? Classique pour moi. Art contemporain. Oh mon Dieu, on est opposés. Musée ou spectacle? Ah, moi, c'est spectacle, définitivement. Je ne peux pas répondre. Je refuse de répondre. Je ne peux pas me positionner sur cette question. Ville ou nature? Nature. Ville. J'y crois pas.
Mais la on s'entend diversité des tellement profils. Et la dernière, planificatrice ou spontanée? Spontanée. Je Planificatrice. pense que c'est vraiment à l'image de cette rencontre. Mais on s'entend tellement bien en Oui, plus. c'est parfait, on se Tu vois, complète. complémentaire, voilà. Rate. Exact. Ouais. Sarah Marion, merci encore pour votre participation. Plaisir. Merci pour l'invitation.